Bienvenue dans cet espace de confrontation d'idées et d'analyse où nous explorons les multiples perspectives offertes par nos dossiers d'études. Aujourd'hui, imaginez la scène de crime la plus importante du siècle. Une affaire qui menace de faire tomber des présidents, des rois de la finance et même des magnats des médias. Naturellement, en tant qu'enquêteur ou même simple citoyen, vous vous attendez à ce que cette scène soit totalement sanctuarisée. C'est clair. Des rubans jaunes bloquant l'accès, des gardes armés qui patrouillent jour et nuit. Voilà, chaque document mis sous clé et les pièces à conviction détruites ou enfouies à jamais. Un coffre-fort institutionnel impénétrable, en toute logique. Enfin, si on parle du crime organisé au plus haut sommet de l'État, la dissimulation devrait être absolument parfaite. Exactement, mais au lieu de cela, qu'est-ce qu'on trouve ? Un Boeing 727 abandonné sur un tarmac ensoleillé à Brunswick, en Géorgie. Les portes sont littéralement ouvertes aux 4 vents, n'importe qui peut y entrer. C'est quand même incroyable. C'est stupéfiant. Et c'est précisément le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Nous allons disséquer l'affaire Epstein, non pas comme un simple fait divers sordide, parce qu'on connaît déjà ses détails, mais comme la radiographie d'une architecture systémique globale. Absolument. Et la question centrale qui se pose quand on épluche les correspondances, les flux financiers et les mémos internes du dossier, c'est de savoir à quoi nous assistons réellement. Exact. Sommes-nous face à l'exécution d'un plan mondial parfaitement coordonné par une élite unifiée ? Genre un agenda qui s'étend de la géopolitique à l'ingénierie sociale ? Ou bien au contraire, est-ce que ces failles béantes témoignent de l'implosion chaotique, opportuniste et franchement désorganisée d'une oligarchie en plein déclin ? Pour ma part, je soutiens que les preuves matérielles et historiques démontrent une coordination systémique terrifiante. Qu'il s'agisse de finances, de manipulation médiatique ou de politique démographique, tout pointe vers une machinerie conçue pour un contrôle global absolu. Et je suis convaincu, à l'inverse, que cette accumulation ahurissante de preuves laissées à l'abandon, couplée aux guerres intestines féroces qui déchirent actuellement ces grandes familles, prouve qu'il s'agit d'un système fracturé. Un système paniqué et en voie d'effondrement total. Eh bien, commençons par regarder la structure à long terme, si vous le voulez bien. Allez-y. Quand on analyse les mémos fournis dans notre matériel source, on ne voit pas des acteurs qui réagissent au hasard ou qui improvisent. On voit un projet idéologique bâti sur plusieurs décennies. Prenez les documents relatifs à la commission trilatérale. Cette architecture qui unit historiquement des entités comme les Rothschild et les Rockefeller. Ce n'est pas rien. Ou encore, regardez ces correspondances de 2011 impliquant les sommets de JP Morgan et la fondation de Bill Gates. Ouais, les fameux échanges sur la philanthropie. C'est plus que de la philanthropie. Ils planifiaient déjà la gestion de crises sanitaires mondiales, de confinement et de traçabilité numérique près d'une décennie avant que cela ne devienne notre réalité quotidienne. Il y a une vision globale. Et puis il y a la dimension purement démographique et médicale, avec des propriétés hallucinantes comme le Zorro Range au Nouveau-Mexique ou... Attendez. Avant de plonger dans les détails du Zorro Range, arrêtons-nous une seconde sur ce que vous venez de dire. Je vous écoute. Vous décrivez une sorte de machinerie parfaite. Une élite omnisciente qui serait capable de planifier des décennies à l'avance. C'est un récit intellectuellement très séduisant, je vous l'accorde. Parce qu'il est documenté. La gravité des faits nie l'étendue du réseau, mais ce vernis de la toute-puissance y craque de partout. Comment ça ? Reprenons l'exemple de ce fameux avion que vous avez mentionné au début, le Lolita Express. L'avion de Brunswick, oui. Voilà. Les registres indiquent très clairement qu'il était censé être détruit ou mis à la casse depuis 2018. Pourtant, un simple explorateur urbain français, Max von Croft, s'y infiltre sans la moindre difficulté. Il n'y a pas un seul scellé du FBI. Rien. C'est vrai, la vidéo est édifiante. Et le plus fou dans tout ça, l'avionique est toujours là. Enfin, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le sauraient pas, l'avionique, c'est le cerveau électronique de l'appareil. C'est ça. Ça enregistre absolument tout. Chaque coordonnée GPS, chaque changement d'altitude, chaque atterrissage discret sur une piste privée, bien au-delà de ce que le pilote écrit gentiment dans son carnet de bord. C'est la boîte noire absolue de ce réseau criminel. Et on la laisse traîner. Oui, je vois où vous voulez en venir, mais... Laissez-moi juste finir sur l'état de l'avion. On y trouve encore de l'huile pour bébé, des fluides corporels, des carnets d'entretien avec des notes manuscrites. Si ce réseau était ce fameux léviathan omnipotent que vous décrivez, comment peuvent-ils oublier de nettoyer leur principale scène de crime ? C'est absurde. Je comprends que cela paraisse absurde de l'extérieur, vraiment. Mais réfléchissez à la mécanique profonde derrière ça.
Je réfléchis, mais je ne vois que de la négligence. Ne pas détruire l'avion, ce n'est pas une preuve d'incompétence logistique, c'est au contraire la marque d'une impunité institutionnelle absolue. À l'impunité. Exactement. Vous parlez d'une scène de crime ouverte, mais c'est comme un chef de la mafia qui laisse délibérément l'arme fumante sur le trottoir. Pourquoi s'embêterait-il à l'enterrer dans les bois quand il sait de manière absolue qu'il possède le commissariat, le procureur et le juge d'instruction ? Vous voulez dire qu'il laisse l'ADN sur place par simple arrogance ? Enfin, c'est un risque délirant, même pour eux. Ce n'est pas un risque. Si le système judiciaire agit comme un paratonnerre conçu spécifiquement pour absorber et neutraliser l'orage, regardez les données factuelles du dossier. Bill Clinton a volé 23 fois dans cet avion. Oui. 23 fois, avec l'avionique qui enregistrait tout. Il a reçu Epstein 17 fois à la Maison-Blanche. Et quand le scandale éclate, enfin, que se passe-t-il ? Des enquêtes sont ouvertes quand même. Mais regardez comment ils sont gérés. Au Royaume-Uni, les dossiers montrent que Keir Starmer, qui était alors à la tête du parquet, a méthodiquement bloqué les enquêtes en enterrant les plaintes sous des montagnes de procédures bureaucratiques. En France, on voit Marlène Schiappa freiner les investigations de manière tout à fait similaire. C'est vrai que les blocages politiques étaient flagrants. L'absence d'enquête sérieuse, même sur le sol américain, prouve que la justice obéit à d'autres maîtres. L'incompétence que vous percevez, c'est en réalité la signature d'un système qui n'a plus du tout besoin de se cacher. Il a privatisé les organes de poursuite. C'est là que notre lecture diverge fondamentalement. Vous voyez de l'arrogance triomphante, là où je vois un système qui fuit de toutes parts. Ils essaient de colmater les brèches avec du ruban adhésif, littéralement. Du ruban adhésif ? Façon de parler. L'arrogance a une date de péremption. Et aujourd'hui, le marché est en train de la siffler. Si l'impunité était si absolue que vous le dites, pourquoi panique-t-il financièrement ? La finance réagit toujours aux remous médiatiques, c'est naturel. Mais prenons l'audit de la banque privée Edmond de Rothschild. Quand les liens entre Ariane de Rothschild et Epstein ont fuité, notamment ces emails lunaires qui parlaient de, je cite, crème glacée aux Oreos. Oui, ce que le FBI identifie clairement comme un code pour le trafic de mineurs. Exactement. Quand ça a fuité, que s'est-il passé ? Il y a eu une rotation dans la clientèle. C'est habituel en cas de très mauvaise presse. Rotation. Mais on parle d'une fuite massive de 130 milliards de dollars. Ce n'est pas une simple rotation de portefeuille, c'est une hémorragie fatale. 130 milliards, certes, mais... La véritable vulnérabilité de cette élite, ce n'est pas l'indignation morale du grand public, ça ils s'en moquent. C'est la panique des marchés. Les ultra-riches, les fonds souverains, n'ont pas retiré leur argent par soudaine vertu morale. Non, bien sûr. Ils l'ont retiré parce que le scandale a tiré la SEC, les régulateurs, et menacé de geler leurs actifs. Et on le voit ailleurs. On annonce la publication imminente de 14 téraoctets de données brutes sur ce réseau. Oui, la fameuse fuite à venir. Les complices d'Epstein utilisent aujourd'hui des trusts opaques pour verser frénétiquement des millions de dollars aux victimes afin d'acheter leur silence post-mortem. Franchement, c'est de la gestion de crise dans sa forme la plus désespérée. Ce n'est pas de la domination stratégique. Je comprends votre point sur la finance, mais la gestion de crise fait partie intégrante de leur domination stratégique. Vous isolez la panique financière sans regarder comment ils déploient leurs mécanismes de défense à l'échelle géopolitique. C'est-à-dire ? C'est là que la coordination devient indéniable. Que fait ce système quand il est menacé par une fuite de 14 téraoctets ou par un scandale financier majeur ? Il change de chaîne, il sature l'attention mondiale. Ah, vous faites référence à la théorie de la guerre comme outil de distraction algorithmique ? Absolument. Et la mécanique est fascinante si on s'y penche. Les données de notre matériel source montrent une corrélation troublante entre les pics d'intérêt public pour l'affaire Epstein et des actions militaires soudaines. Je reste sceptique, mais développé. Prenez l'administration Trump. Une administration qui avait pourtant fait campagne sur le retour des troupes à la maison et la fin des guerres interminables. Soudainement, on assiste à des bombardements ciblés en Iran, à des moments d'une précision chirurgicale par rapport au cycle de l'actualité judiciaire. Une coïncidence temporelle, peut-être ? Non, écoutez comment ça marche concrètement. Ce n'est pas un coup de fil direct d'un banquier au Pentagone, on est bien d'accord ? C'est le complexe militaro-industriel qui s'active pour générer une crise internationale majeure, forçant littéralement les algorithmes de Twitter, Facebook et Google à remplacer les hashtags sur Epstein par la menace d'une troisième guerre mondiale. C'est exactement le calque de ce qu'a fait Bill Clinton en bombardant la Yougoslavie en pleine affaire Lewinsky. Et pour verrouiller ce narratif aujourd'hui, il faut posséder les tuyaux de diffusion. L'achat des médias traditionnels, j'imagine. Tout à fait. C'est pour cela qu'on voit un proche de ces cercles, comme Larry Ellison, racheter massivement des conglomérats comme CBS,
Paramount et s'attaquer à CNN, ce n'est pas un investissement financier instinctif. C'est une consolidation d'urgence de l'infrastructure de propagande, juste pour s'assurer que le bouton distraction fonctionne toujours. Je suis navrée, mais je n'achète tout simplement pas cette idée. Pourquoi? Les faits sont là. Utiliser la menace d'une guerre potentiellement mondiale avec l'Iran pour étouffer un scandale de trafic d'influence et de chantage sur Twitter, franchement, ce n'est pas le comportement d'un stratège confiant. C'est pourtant efficace. C'est appuyer sur le bouton nucléaire pour tuer une mouche. C'est la réaction d'une administration de l'ombre qui a totalement perdu le contrôle du narratif de base. Et quant à la consolidation des médias par des milliardaires comme Ellison, c'est comme essayer d'étouffer un feu de forêt avec une couverture de pique-nique. Sauf que racheter CBS et CNN, c'est acheter les plus grandes couvertures du monde, vous en conviendrez. Mais l'incendie s'est déjà propagé sur les braises d'Internet. Ils rachètent les vieux médias institutionnels au moment même où ceux-ci perdent leur monopole. Ils ont encore une influence massive sur les masses. De moins en moins. Les statistiques d'audience que nous avons examinées dans le dossier sont sans appel. Aujourd'hui, des journalistes indépendants, des lanceurs d'alerte sur des plateformes alternatives parviennent à rassembler jusqu'à 300 000 personnes en direct pour décortiquer ces fameux dossiers judiciaires. C'est vrai, l'audience se fragmente. L'omerta historique qui protégeait ces familles est brisée. Le public n'a plus du tout besoin de CNN pour savoir ce qui se passe. Et ces élites le savent très bien. Les contradictions internes sont flagrantes. Lesquelles, par exemple ? Regardez la figure de Donald Trump. Il est décrit à la fois comme le lanceur d'alerte qui a fourni des informations aux avocats des victimes d'Epstein dès le début, et de l'autre côté, comme le belliciste qui bombarde pour protéger ce même système. C'est totalement incohérent. Ils improvisent au jour le jour face à une opinion publique qui tout simplement n'est plus dupe. C'est un point très juste concernant la perte du monopole médiatique, je vous l'accorde bien volontiers. La technologie a permis au public de s'éveiller et de contourner les filtres traditionnels. Merci. Mais ne confondez pas les frictions tactiques avec une perte de la stratégie globale. Vous parlez d'incohérence, d'improvisation. Moi, quand je plonge dans les documents, je vois une matrice idéologique qui reste totalement intacte, imperturbable au-delà des petites querelles politiciennes. Une matrice idéologique. Laquelle ? Parce que, pardonnez-moi, mais le chantage sexuel n'est pas une idéologie, c'est une méthode. Exactement. Le chantage est la méthode. Mais le but de cette méthode sert une idéologie glaçante. Ce n'est pas juste un club de milliardaires déviants cherchant à s'enrichir ou à s'amuser. Alors, c'est quoi ? Les emails internes d'Epstein révèlent des échanges philosophiques et religieux. Il cite des textes de l'Ancien Testament comme le livre d'Ézéchiel pour justifier littéralement l'éradication de populations ciblées. Et nous arrivons ici au fameux Zorro Ranch dont nous parlions tout à l'heure. Ah, nous y voilà. Pourquoi un financier new-yorkais investit-il 9 millions de dollars dans des laboratoires de clonage humain et de séquençage ADN au beau milieu du désert ? Pourquoi construire des galeries souterraines plus vastes que la ville de Paris ? Le clonage, l'eugénisme. Soyons précis un instant. Comment on passe d'un simple réseau de chantage politique à l'ingénierie sociale mondiale ? Le saut est gigantesque. Parce que c'est la stricte continuité d'un projet documenté depuis les années 50. Les correspondances lient directement cette philosophie aux fondations Rockefeller. Ce sont eux, par exemple, qui ont massivement financé les travaux d'Alfred Kinsey sur la sexualité. Oui, ça c'est un fait historique. Et l'objectif tel qu'il apparaît dans l'analyse de ces subventions, ce n'était pas l'émancipation sexuelle. C'était la destruction méthodique de la cellule familiale nucléaire, la sexualisation précoce et la révision des codes pénaux pour normaliser certaines déviances. C'est une lecture très sombre de l'histoire de la sociologie. C'est la lecture de leur propre texte. Une population atomisée, sans structure familiale forte, est infiniment plus facile à gérer, à contrôler et à réduire. Et regardez comment cela se traduit économiquement aujourd'hui. Par l'immobilier, vous voulez dire ? Oui. Quand un mastodonte comme BlackRock rachète massivement l'immobilier résidentiel, rendant l'accès à la propriété pratiquement impossible pour les jeunes générations, le résultat mécanique, c'est un effondrement de la natalité. C'est un effet de marché, pas forcément un complot eugéniste. C'est de l'eugénisme économique. Le but ultime, validé par les discussions historiques de la commission trilatérale, est d'organiser un effondrement sociétal contrôlé. Pourquoi ? Pour acheter les actifs planétaires, les ports, les terres agricoles, l'eau, à vil prix. Les guerres, les pandémies, les crises financières ne sont que des leviers d'acquisition dans ce grand plan. Écoutez, que cette idéologie de domination totale existe dans la tête de certains de ces acteurs, je ne le nie absolument pas. Vous l'admettez donc ?
Les emails d'Epstein sur la génétique sont aussi réels que perturbants, mais croire qu'ils réussissent à appliquer ce grand plan harmonieusement, c'est adhérer à leur propre mythe de supériorité. Ce n'est pas un mythe s'ils l'exécutent. Vous parlez d'une matrice intacte, mais les audits financiers et les rapports de renseignement que nous avons sous les yeux mettent en évidence une véritable guerre civile entre ces familles dirigeantes. Des frictions d'ego tout au plus, un peu de compétition interne, c'est normal à ce niveau. Non, ce sont des fractures structurelles inédites. Historiquement, la famille Rothschild, par exemple, ne se faisait jamais attaquer publiquement. C'était la règle d'or intouchable du système. C'est vrai que le paradigme a changé. Or, aujourd'hui, ils sont la cible de campagnes de dénigrement massives, qui sont souvent orchestrées par d'autres factions de cette même élite. Le pacte de non-agression a volé en éclats. Et regardez la relève. La nouvelle génération ? Exactement. On nous décrit une jeune génération d'héritiers des profils comme Alexandre de Rothschild ou encore le fils de George Soros qui s'affiche dans des tenues extravagantes sur Instagram. Enfin, ce n'est pas l'avant-garde d'un nouvel ordre mondial implacable. Les apparences peuvent être trompeuses. C'est la dégénérescence classique d'une élite en fin de cycle. Ils sont totalement incapables de maintenir la rigueur et le secret de l'empire qui a été bâti par leurs aînés. La fuite de capitaux, l'exposition des codes pédocriminels du FBI dans les emails d'Ariane de Rothschild. Tout cela montre une classe dirigeante qui se dévore de l'intérieur pour survivre. L'Empire occidental est peut-être plus ostentatoire. Oui. Il n'a jamais été aussi ostentatoire, certes, mais c'est le faste délirant de Rome, juste avant l'arrivée des Visigoths. C'est la fin de l'Empire, pas son apogée. Je vous rejoins sur le fait qu'il y a des faiblesses générationnelles. Évidemment, lorsque la lumière crue est braquée sur eux, sous la pression des enquêtes indépendantes, les alliances de circonstances se fissurent. C'est humain. Mais je maintiens que ces querelles de succession ne font pas dérailler la machine principale. Prenons un peu de recul sur la carrière même de Jeffrey Epstein. Allons-y. Voilà un homme, un criminel financier avéré, qui aurait dû prendre 150 ans de prison dans les années 90, juste pour ses fraudes de type Ponzi. C'est exact. Au lieu de cela, on lui a permis de financer les plus grands scientifiques de Harvard, d'orienter des politiques de santé à l'OMS, d'opérer des gens dans son appartement new-yorkais sans la moindre licence médicale et de corrompre la classe politique mondiale. Et ce, en toute liberté pendant des décennies. Comment expliquez-vous cela, si ce n'est par une ingénierie globale extrêmement cohérente qui protège farouchement ceux qui font avancer son agenda ? Elle les protège, oui, jusqu'au jour où ils deviennent des actifs toxiques. Et donc ? Et le dénouement de l'histoire d'Epstein prouve exactement mon point. Il est mort dans une prison fédérale américaine, censée être l'une des plus sécurisées du pays. Dans des circonstances très troubles. Dans des circonstances que même le directeur du bureau des prisons n'arrive pas à justifier sans transpirer à grosses gouttes devant les caméras. Ce n'est pas la marque d'un système tout-puissant qui protège ses soldats fidèles. C'est le nettoyage en panique absolue d'un fusible prêt à sauter. C'est une élimination calculée. Aujourd'hui, ses complices sont traqués, exposés. Les peuples comprennent enfin les mécanismes. Ils réalisent que certains discours officiels sur la santé publique ou la géopolitique servent en fait de couverture à des agendas de captation financière et de contrôle social. La machine n'est pas cohérente. Elle est cyniquement utilitariste et quand elle panique, elle devient incroyablement brouillonne. Brouillonne, peut-être, mais toujours au pouvoir. Laissez-moi vous le redire. Laisser l'avionique intacte d'un Boeing rempli de preuves sur un parking en Géorgie, ce n'est pas une manœuvre d'échec en 5 dimensions. C'est l'illustration parfaite d'une administration de l'ombre qui s'effondre sous le poids de sa propre corruption et de son incompétence logistique. C'est un argument qui a du poids, je l'admets. La logistique peut être imparfaite, c'est indéniable. Mais récapitulons nos positions pour voir où tout cela nous mène. Je vous en prie. De mon point de vue, l'explication par la simple incompétence ne suffit pas à justifier l'ampleur systémique de ce que nous lisons. La convergence des données est beaucoup trop précise. L'ingénierie financière de séquestration des biens immobiliers par BlackRock, les investissements massifs dans l'eugénisme aux Aurora Ranch, la manipulation mécanique de la politique étrangère américaine pour contrôler les tendances sur les réseaux sociaux, et cette concentration soudaine des vieux médias par des milliardaires de la tech. Tout est lié selon vous ? Tout cela forme un écosystème cohérent. L'omniprésence de ce réseau dans les cercles judiciaires a créé une impunité si profonde qu'elle a tout simplement remplacé le besoin de secret. S'ils ne cachent pas l'avion de Brunswick, c'est parce qu'ils savent pertinemment que la police locale n'osera jamais franchir la porte et que les juges fédéraux jetteront le dossier à la poubelle.
Et pour ma part, en regardant exactement les mêmes bilans financiers et les mêmes correspondances que vous, je maintiens que cette lecture accorde beaucoup trop de crédit intellectuel à des criminels en col blanc. Vous les sous-estimez peut-être? La réalité est beaucoup plus désordonnée et elle trahit un déclin inéluctable. L'arrogance n'immunise ni contre la stupidité, ni contre la panique des marchés. La présence physique de preuves intactes accessibles à un simple youtubeur, la fuite massive de 130 milliards face au risque de réputation et les purges fratricides entre les Rothschild et d'autres factions trahissent une hyperclasse aux abois. C'est une fin de règne, selon vous? Totalement. Ce que nous lisons dans ce matériel n'est pas le manuel d'instruction d'un nouvel ordre mondial triomphant. C'est le rapport d'autopsie d'un empire décadent à la veille de son effondrement spectaculaire où chaque acteur tente désespérément de sauver sa peau face à une opinion publique mondiale qui a, enfin, repris le pouvoir de l'information. S'il y a bien une conclusion qui s'impose, et sur laquelle nos deux lectures convergent totalement, c'est que ce dossier met en lumière une corruption institutionnelle si abyssale qu'elle exige de redéfinir entièrement notre compréhension des dynamiques de pouvoir. À ça, nous sommes 100% d'accord. Ce que l'on appelle pompeusement la communauté internationale ou la haute finance opère selon des règles diamétralement opposées à l'état de droit qu'elle prêche à ses propres citoyens. Ce n'est pas une anomalie du système, c'est le cœur même du système. Absolument. Et l'intérêt de ce discours rigoureux, c'est justement de briser l'illusion des lectures superficielles. Que l'on y voit un plan eugéniste magistral comme vous, ou un naufrage oligarchique pathétique comme moi, le constat reste que les façades démocratiques et judiciaires cachent des réalités vertigineuses. Vertigineuse, c'est le mot. Et la véritable leçon ici, c'est que le pouvoir réel déteste la lumière. Or, avec l'annonce de ces 14 téraoctets de données financières et personnelles qui s'apprêtent à fuiter, une chose est sûre, nous n'avons effleuré que la surface de l'iceberg. Le monopole du secret est brisé et les mois qui viennent vont être absolument décisifs pour comprendre qui dirige réellement nos institutions. Le débat reste donc grand ouvert et nous invitons nos auditeurs à se plonger dans ces mécanismes par eux-mêmes. Ces révélations annoncent-elles la mise en place d'un contrôle global irréversible ou bien le chant du cygne d'un système usé et paranoïaque? La question est posée. En attendant, gardez cette image en tête la prochaine fois que vous écouterez les discours officiels sur l'économie ou la géopolitique. Le véritable visage du pouvoir mondial ressemble-t-il à un plan implacable, tissé dans l'ombre par des maîtres de l'univers, ou ressemble-t-il plutôt à ce jet privé abandonné sur un tarmac du sud des États-Unis, les portes grandes ouvertes, attendant simplement que quelqu'un ait enfin le courage de regarder ce qui se cache à l'intérieur ?